Alors, je vais vous parler aujourd'hui de choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Et pour ça, je vais devoir recommuniquer un certain nombre de paramètres essentiels sur ce qu'est l'ufologie et d'où vient la notion de recherche en ufologie, pour nous en tout cas. Alors, l'ufologie d'abord, si vous prenez un peu d'altitude et que vous regardez bien, c'est essentiellement de l'information humaine qui découle de l'humain. C'est de la patte humaine. Même quand il y a des éléments plus objectifs, par exemple des traces ou des écho-radars, c'est quand même de l'information qui vient de l'humain. Et partant de là, ce qu'on appelle recherche, ça part de ce constat en fait. La recherche, c'est la collecte de cette information. C'est pas une petite histoire. Il faut, sur le thème que l'on a choisi, croiser pas mal d'informations et surtout de catalogues dans le monde qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Bon, la plupart du temps écrit en anglais, pas toujours heureusement, mais voilà, ça prend déjà beaucoup de temps. Dans un deuxième temps, il faut trier cette information. Pourquoi? Parce que qui dit information humaine dit brouillage humain. Vous ne pouvez pas l'éviter. Donc, comme l'idée de base, c'est de construire un échantillonnage sur lequel vous allez travailler, il faut que vous ayez relativement confiance dans cet échantillonnage. L'expérience prouve, sur près de 80 ans, prouve que sur un nombre donné de cas, on parvient généralement à sélectionner, bon, je ne m'étends pas sur le processus de sélection parce qu'il ne faut pas donner trop de mauvaises idées, mais on arrive à sélectionner entre 4 et 5% des cas. Alors, je préférerais, comme tout le monde, que ce soit 20%, ce serait un progrès fantastique. Mais malheureusement, c'est pas possible. Le manque d'informations, le laisser aller dans les enquêtes, le manque de communication, tout ça fait qu'on arrive. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu à peu près, en croisant tous les catalogues, et ça a pris du temps, 7500 notifications de cas de rencontres du troisième type, puisque je travaillais principalement là-dessus. Mais sur les rencontres du premier et deuxième type aussi. Toutes les rencontres rapprochées m'intéressent. Les rencontres rapprochées, c'est 13% de l'ensemble des observations à peu près. Voilà. Donc sur 7500 cas de rencontres du troisième type, j'ai construit un échantillonnage de 4,5%, ça fait 320-330 cas. On peut dire que c'est pas grand-chose. C'est quand même beaucoup. 330 cas, c'est un échantillonnage qui est pas mal. On a plus confiance en lui. Je mets toujours un bémol parce que je n'y étais pas et que vous n'y étiez pas non plus. Heureusement, j'ai fait beaucoup de terrain. J'ai pu rencontrer des gens qui avaient vu et surtout vécu ça. Donc ça équilibre un petit peu les choses. Et donc, à partir de là, quand vous avez réussi à faire ça, ce qui peut prendre des décennies, il ne faut pas s'imaginer que ça se fait en 5 minutes. C'est la cerise sur le gâteau. On va analyser cette information sous tous les angles possibles. Alors ça commence généralement par des statistiques. Là, ne vous faites pas abuser non plus. Des statistiques sur la matière, sur la patte humaine, vous n'avez pas deux chiffres après la virgule. Si on vous les met, c'est de la poudre aux yeux. Vous avez ce qu'on appelle des tendances. Et c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, cette information est analysée de toute autre façon possible, de manière inductive surtout, cas par cas. Et on va voir, je vais vous montrer, voilà, qu'est-ce qui arrive à un cas, un seul récit. Il faut imaginer, il est traité comme ça, sur une ligne droite. Il est séquencé pour ne pas perdre la moindre information, puisque l'information vaut de l'or à ce niveau-là. Et vous voyez qu'elle est divisée en trois parties. Ce qui est très simple, ça correspond tout simplement à la manière dont ça se déroule. Il y a une manière dont ça commence, dont le phénomène survient, à laquelle on ne fait jamais attention d'ailleurs. Il y a la partie centrale qu'on appelle séquence, c'est le gros morceau, c'est celui qui recèle le plus d'informations. Donc quand vous m'entendrez parler de séquence, c'est à ça que je fais référence. Partie centrale la plus riche en informations. Et il y a évidemment la manière dont ça se termine qui clôt la première partie et qui concerne exclusivement les modalités de l'élusivité, la plus puissante caractéristique du phénomène. Voilà. Voilà comment c'est traité. Alors, quand on commence à empiler les cas, évidemment, là je vous l'ai mis en bleu et en couleur en bas, vous voyez que le rouge du début répond au rouge de la fin, c'est pas un hasard. Et voici ce que ça donne avec 230 cas. Si vous voulez, votre ligne unique au début est montée.
Voilà. Alors, si vous voyez ça comme ça, vous n'arrivez évidemment pas à le lire, mais vous voyez quand même qu'il y a une isomorphie entre la manière dont ça commence et la manière dont ça se termine. Ce n'est pas un hasard. Et les couleurs au début, on le verra plus tard, concernent une typologie des séquences. C'est-à-dire quelque chose qui a très rarement été fait. Je pense avoir été un des premiers à la faire, et il n'y a pas longtemps en plus, quand je me suis aperçu que personne ne s'était jamais aventuré à essayer de faire ça, mais il y a des raisons, hein. Il y a des raisons qui tiennent à la transmission de l'information. Enfin, j'y suis quand même arrivé selon certaines modalités. Voilà. Donc ça, c'est la manière de base dont on travaille et dont on traite l'information. Après, qu'est-ce qu'on recherche dans cette information? Qu'est-ce qui revient en premier? Essentiellement, je dirais que ce sont des éléments récurrents. C'est-à-dire des choses qui reviennent sans arrêt. Vous lisez 100 cas comme ça, vous allez voir que certaines choses reviennent sans arrêt. Et les statistiques permettent de mettre ça en évidence. Alors, moi j'appelle ça des caractéristiques. Qu'est-ce qui définit une caractéristique? Eh bien, c'est justement le taux de récurrence qui est élevé. Le taux statistique varie généralement entre 80 et 100%. Et il y en a une ou deux qui sont voilées. Et là, on est un petit peu plus hésitant. On manque d'études fiables là-dessus. Mais bon, le taux est quand même assez élevé, hein, même s'il l'est moins. Voilà. Alors, chaque fois, je rabâche. Comme ceci, la connaissance de ces caractéristiques constitue, je dirais, le b.a.-ba de la recherche quand on veut approfondir ses connaissances sur ce phénomène. Je répète chaque fois les 8 caractéristiques que je classe par ordre d'apparition, mais on peut les classer dans l'ordre qu'on veut, c'est pas très grave. Quand j'écris un bouquin, je le rabâche encore, de façon à ce que ça transpire vers le public. Parce que ça fait assez longtemps qu'on les connaît quand même. Et ça n'a pas transpiré vers le public, pour tout un tas de raisons. Donc je le dis chaque fois, voilà. Alors, je répète très rapidement quelles sont ces caractéristiques. Les 2 premières, vous les connaissez tous, elles sont connues depuis le début, parce que c'est la signature du phénomène OVNI. Ce sont, 1, les comportements physiques hors normes. Il faut avoir vu ça une fois dans sa vie pour réaliser, pas pour comprendre, hein, mais pour réaliser de quoi il peut s'agir. On a du mal, si vous n'avez pas vu, vous avez du mal à comprendre ça. C'est pas simplement des virages à angle droit à 8000 km/h, il y a d'autres choses là-dedans. Donc cette caractéristique-là, elle est entre 95 et 100%. Ça veut dire que si vous lisez 100 cas, ben, vous la verrez dans 95% des cas. La seconde, c'est la problématique de la lumière. On s'est aperçu au fil du temps que c'est très polymorphe, mais il y a toujours une lumière qui traîne quelque part, même en plein jour, hein. Les statistiques sont tombées plus tardivement, vers l'an 2000, venant des États-Unis, on était autour de 90%. Autrement dit, sur 10 cas, vous verrez ça, vous verrez apparaître une lumière quelque part, où que ce soit, dans 9 cas sur 10. Donc, cette caractéristique est forte, hein. Les problèmes commencent avec la 3e caractéristique. Voilà. Le 4 protéiforme. Alors ça, on s'en est aperçu dans les années 60. Maintenant, on revient vers nous dans le temps. Parce que dans les années 60, les mouvements ufologiques ont commencé à se structurer et on a tenté, il faut voir le point de vue, on considérait que l'OVNI était un peu comme nos voitures et comme nos avions. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des séries, des pré-séries, des modèles facilement identifiables. Est-ce qu'il y avait une dauphine ou une déesse de l'OVNI, vous voyez? On s'attendait à trouver ça. Or, ça a été un échec total, qui a eu des conséquences assez graves. Certains n'ont même pas voulu le voir. On est tombé sur ce que j'appelle le 4 protéiforme, du nom de Proté, fils de Poséidon, qui prenait toutes les apparences pour mieux tromper les humains. Et alors à l'époque, j'avais réussi à téléphoner à Michel Carouge, hein, un des plus grands esprits qui ait eu en ufologie, hein, spécialiste mondialement connu d'André Breton et du surréalisme. Son livre fait toujours référence, surtout aux États-Unis d'ailleurs. En France, il est très oublié aujourd'hui. Et Michel Carouge m'avait dit, bon petit gars, tu t'intéresses au RR3, mais tu vas te heurter à ce 4 protéiforme qui est une créativité mais exacerbée de type surréaliste. Et fais attention à ça parce que ce n'est pas rien. Alors, en 77, j'ai fait des planches de quelques cas français. J'en ai fait 2. Donc en voici une. Vous avez un dessin vraiment mieux qu'un long discours, vous avez le 4 protéiforme sous vos yeux. Voici la deuxième. Aujourd'hui, je pourrais faire, si j'avais le temps et l'envie, je pourrais faire 500 planches comme ça du monde entier et on aboutirait au même résultat. Surtout,
ne sous-estimez pas le cadre protéiforme que moi j'appelle le kaléidoscope. C'est le jouet pour les gamins, là. J'ai vu des chercheurs partir bille en tête plein d'énergie et être littéralement détruits par lui. Donc c'est un problème sur lequel il faut prendre du recul et se pencher. Et on verra après quelques explications par rapport à ça. Hein. La quatrième caractéristique, donc ça c'est la troisième, la quatrième, je ne vous en parle pas trop parce que Carrie va vous en parler tout à l'heure, c'est la dimension conscientielle qui est apparue au début des années 70. Elle a fait irruption de manière inattendue dans le théâtre français et dans la société même française, hein, pas seulement dans le cadre ufologique, comme une véritable bombe à retardement, à fragmentation. Il lui a fallu moins de 10 ans pour pulvériser l'ufologie française, la meilleure au monde. Hein. C'est une action redoutable aussi, surtout dans une société entièrement matérialiste et qui n'avait aucune réponse à apporter à ça. Donc j'ai bien connu cette époque. Hein. À l'époque, je travaillais avec un certain nombre de chercheurs, dont un ou deux noms vous sont connus, mais les autres généralement restaient anonymes. Ce sont des gens qui, on a travaillé ensemble et on s'était aperçu de certaines choses. Mais voilà, la dimension conscientielle a eu un impact assez catastrophique et pourtant elle est sans doute fondamentale, notamment pour ce qu'elle recèle derrière sur le plan ontologique. Mais j'arrête là ce que j'ai à vous dire là-dessus. Alors, maintenant, on va passer à la cinquième et la sixième caractéristique. Donc du coup, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Dans ces années-là, les chercheurs français s'aperçoivent, travaillent sur les rencontres rapprochées, je ne suis pas le seul, et tout le monde commence à s'apercevoir quelque chose de bizarre en s'intéressant tout particulièrement à la manière dont ça commence. On s'aperçoit qu'il n'y a que 2 protocoles d'apparition, il n'y en a pas 36, hein, il y en a 2. Toujours les mêmes, donc, et qui sont à peu près à égalité, on va dire. À peu près, il y en a un qui est un peu plus. Alors, vous avez PP, le positionnement préalable. L'objet est déjà là quand le témoin le découvre. Ça, c'est 55% à peu près. Et les 45% restants, c'est eyes, l'arrivée impromptue sur zone. Quand vous regardez le cas, il faut prendre le cas, le sortir et le regarder. Vous apercevez que l'objet est apparu dans le champ de vision ou de conscience du témoin et que, comme par hasard, il est venu assez vertical. Il est descendu, il est venu droit vers lui. Bon, alors une fois ça va, 10 fois ça va, mais 100 fois, il commence à y avoir quelques problèmes. Et pour les positionnements préalables, certains ont dit, mais bon sang, on a vraiment l'impression que le phénomène attend le témoin, quoi. Comment c'est possible? Surtout vu ce que ça implique. C'est pas tellement ça, c'est ce que ça implique derrière quand on y réfléchit. Donc, certains ont dit non, on sait qu'un cas sur 10 seulement arrive à notre connaissance, donc il faut mesurer ce qui était recevable, hein, comme argument. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un troisième larron qui rentrait en jeu là au milieu, qui était là depuis le début, mais qu'on n'avait pas vu du tout. J'ai nommé le stimulus. Alors le stimulus, les stimuli, donc en ufologie, ça occupe à peu près 65% des cas, tous confondus. Hein. Et quand vous regardez le cas, souvent des cas très connus, hein, on n'avait pas vu, mais c'est comme si le phénomène avait littéralement sifflé le témoin. Les stimuli, la plupart du temps, sont de nature sonore, très souvent, et lumineuse, la plupart du temps. Il y a quelques exceptions, hein, olfactives notamment, et ça peut être des cas d'intrication psychique aussi, ça peut jouer. Donc ça aboutit à 60-65% des cas tous mélangés. Voilà. Alors, là, ça devient encore plus bizarre, et puis on va s'apercevoir d'autres choses par rapport à ces stimuli. C'est qu'il existe dans tous les pays un petit nombre, hein, de cas, 2, 3, pas plus, mais dans tous les pays, où le stimulus a duré, tenez-vous bien, 1 heure. Jusqu'à ce que les témoins sortent de la ferme ou de la maison, parce que c'est toujours ces situations-là. Et là, le phénomène, évidemment, la séquence proprement dite a commencé. Donc, là, on est vers 1976. Il n'y a quasiment plus de doute. Il y a intentionnalité de la part du phénomène, ce qui est porteur, évidemment, de graves conséquences. Raison pour laquelle ça n'a pas filtré dans le public, parce qu'il y a eu des levées de boucliers. Vous savez, l'homme a horreur des conséquences, hein, par nature. Or, les conséquences, il y en a plusieurs, il y en a au moins 2 principales. La première, c'est que dès qu'il y a intentionnalité, ça nous conduit presque automatiquement
à revisiter l'explication que l'on a d'une rencontre rapprochée. Jusque-là, jusqu'au début des années 70, tout ça se déroulait au hasard et on s'en tenait à la classification Heineck classique, hein, 1, 2, 3. Bon, et on en restait là. Avec l'intentionnalité, ce n'est plus possible. Disons qu'au minimum, la rencontre rapprochée devient l'élément central de l'interaction de cette intelligence avec nous. Et je le dis dans ce sens-là. Et puis il y a un autre problème, c'est que quand il y a une volonté, une énergie allant dans ce sens-là, généralement il y a un but, un objectif, un mobile, comme on dit dans une enquête policière. Et du coup, la question devient, mais quel est ce mobile? Pourquoi? Ça, c'est une question de recherche. Je vous donnerai quelques éléments pouvant susciter votre réflexion tout à l'heure. Donc, l'intentionnalité, la question devient, à partir de 1976, est-ce que toutes les rencontres rapprochées, les 13% du total, sont soumises à l'intentionnalité ou seulement une partie d'entre elles? Et la discussion a toujours eu lieu depuis, mais entre chercheurs, hein, ça c'est pas public. Je ne peux vous donner là-dessus que mon propre avis. J'ai lu 7500 cas, donc je pense que l'intentionnalité est à 100% du début quand ça commence. Elle touche sur toutes les enquêtes que j'ai faites, sur tout ce que j'ai lu, j'ai pratiquement aucun doute. Et alors, ce qui est amusant, quand vous faites beaucoup d'enquêtes, vous en apercevez parce que vous finissez par tomber sur des témoins qui en ont eu l'intuition, ce qui est assez bizarre. Encore, il y a un an, là, il y a un couple qui m'a téléphoné, il me disait, monsieur, ne le dites surtout pas, parce que déjà, avec ce qu'on a vu, mais on a eu, moi et ma femme, l'impression que ça nous était destiné, mais je ne sais pas vous expliquer comment ni pourquoi. Voilà, comme quoi, certains disent non, mais certains témoins en ont eu l'intuition. Alors, il faut savoir que l'intentionnalité déborde dans les séquences aussi, parce qu'à la même époque, on s'aperçoit, il y a de nouveaux thèmes qui font leur apparition un peu oubliés aujourd'hui. On parle beaucoup d'ostentation, par exemple. Alors, l'ostentation, qu'est-ce que c'est? C'est le désir un peu trop évident, on va dire, de se montrer à tout prix. Hein? C'est le propre d'un acteur de théâtre, d'ailleurs. On appelle ça un cabotin. Et parallèlement, on parle aussi de comportement histrionique. Qu'est-ce qu'un histrion? C'était un acteur de théâtre dans la Rome antique. Et de plus en plus d'ufologues ont la sensation, en regardant les scènes, d'abord au premier degré, et elles paraissent singulièrement absurdes au premier degré, mais au deuxième degré, on a vraiment l'impression d'une mise en scène faite à l'intention des témoins. Ce qui pose tout un tas de problèmes. Hein. Est-ce que le phénomène a ciblé les témoins, par exemple? Ou est-ce qu'il a ciblé une portion d'espace-temps dans laquelle se trouvaient des gens? C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Certains cas nous indiquent qu'il a bien ciblé des gens. Ça, c'est sûr et certain. Un petit nombre de cas nous l'indique sans qu'on ait de doute. Pour le reste, on ne sait pas trop. Donc l'intentionnalité, non seulement elle joue à ce niveau-là, et elle affecte les séquences. Les ufologues français s'en aperçoivent, enfin les chercheurs français plutôt s'en aperçoivent, ils ne sont pas les seuls. Heineck s'en aperçoit lui-même des États-Unis. Il écrit dans son fameux livre, hein, il écrit, mais on a souvent l'impression de scènes projetées devant les témoins. Bizarre quand même. Il y a un autre ufologue de très très bon niveau qui le dit. C'est Gabriel Veraldi, dans sa très belle introduction au livre de Peter Sturrock, La science devant l'énigme des ovnis. Il explique ça, mais d'une façon bien plus complète qu'Heineck encore. Donc lui aussi a découvert ça, il en est conscient. Il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'intentionnalité, Bertrand Meeus dira après analyse, que elle est étroitement liée à l'élusivité qui finit la séquence, si vous voulez. Il parlera d'ailleurs d'une pièce de monnaie avec deux faces. L'une est l'intentionnalité, l'autre est l'élusivité. Et c'est pour ça que sur le diagramme qui est ici, vous voyez que les deux ont la même couleur et qu'elles sont isomorphes. Elles ont la même apparence, le même volume. Ça, c'est un petit peu le moteur nucléaire des observations rapprochées. Si vous ne comprenez pas ça, bon, vous pouvez lire, vous resterez au premier degré, vous y croirez pas, peu importe. Mais vous ne pourrez pas aller plus loin. Parce que ce qui se joue là-dedans aussi, c'est un second degré. Alors, donc, intentionnalité et élusivité cadrent la séquence et permettent de changer vraiment la vision que l'on en a. La septième caractéristique, alors, hop,
Oui, voilà. Alors, la 7e caractéristique, c'est pas une découverte française, c'est plutôt, ça vient plutôt des anglo-saxons, notamment d'une ufologue qui s'appelle Jenny Randles, qui a beaucoup enquêté, qui a beaucoup fait de terrain, et qui a publié 4 livres, en Angleterre, États-Unis. Aucun n'a jamais été traduit en français, donc ils ne sont pas disponibles en français, hein, ces livres. Sur ce qu'elle a appelé l'effet dose, faute de mieux. Alors, l'effet dose, c'est quelque chose de très particulier. Il faut garder à l'esprit que les témoignages sont sur toute la planète aussi et sont remarquablement homogènes. C'est toujours la même chose. On parle d'une espèce de bulle de silence qui apparemment peut se rétracter ou s'agrandir, de phénomènes de déformation de la réalité très bizarres, le plus connu étant que la route qui est remplie de camions et de voitures se vide dans l'espace d'une minute, ce qui paraît complètement fou. Et puis il y a d'autres phénomènes qui jouent, notamment un phénomène on va appeler ça de missing time, mais j'aime pas ce terme-là. En fait, le témoin ne perd jamais conscience, hein, dans un effet dose. Voilà. Alors, en 2015, je me trouvais dans un cycle de conférences en Belgique, notamment avec Philippe Guillemont, et comme il était là, je lui ai présenté un certain nombre de cas, en particulier celui-ci, le cas de Torita di Siena, de Sienne, donc en Toscane, en Italie, qui s'est déroulé le 17 septembre 1978 et que je connais très bien, parce qu'à l'époque, je descendais tous les ans en moto en Toscane, à Florence et en Toscane, et je suis allé sur la route, là où ça s'est passé, je l'ai trouvé. Et j'ai même pu rencontrer le témoin, parce que je savais où le trouver. Ce cas, je vous le raconte très brièvement, hein. Donc un jeune, très jeune, de 19 ans, rentre chez lui le soir, il était allé voir sa mère dans la campagne, il rentre chez lui à Sienne, où sa femme l'attendait pour dîner. Il est à peu près 21h30. Il roule sur cette route où il n'y a pas un chat. Il dit tiens, c'est bizarre. Bon, c'est une ancienne route, vous voyez, il y a un mur en pierre sur le côté. Et tout d'un coup, la voiture tombe en panne. Les phares s'éteignent, le moteur s'arrête, donc lui se serre le plus possible à droite. À gauche, il y a le mur, à droite, c'est plutôt rural. Voilà. Et dès que la voiture s'est arrêtée, il est dans le noir absolu à ce moment-là. Il y a une lumière qui arrive du ciel à environ 15 mètres devant lui, et il y a cet objet que vous voyez là qui se pose. Ce petit objet qui fait dans les 3 mètres, 4 mètres d'envergure, avec une grande fantasmagorie lumineuse. Hein. La coupole de l'objet s'ouvre, et il y a 2 êtres qui en sortent, en lévitation. Ils vont venir au sol, toujours à 30 cm du sol, ils ne toucheront jamais le sol de toute façon. Et ils viennent vers le témoin, qui n'emmène pas large évidemment. Ils passent à côté sans lui jeter un seul coup d'œil. Ils font le tour de la voiture et ils remontent, comme ils étaient venus, ils rentrent dedans. L'objet redécolle. En décollant, il va toucher le mur en pierre et les ufologues italiens retrouveront les traces. Ils trouveront des traces sur la route aussi. Et le témoin rentre chez lui, un peu sonné, et vous allez voir comment, où il va se prendre une danse d'ailleurs, parce que le cas a duré 3 minutes, mais il est à 1 heure de retard. Hein. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait que, parce que ce cas est assez classique quand même, qu'est-ce qui fait qu'il est extraordinaire? C'est qu'au moment où l'objet a disparu, qu'il est reparti en l'air, les phares se sont rallumés, et le moteur est reparti, tout seul, sans qu'il touche rien, et comme il y avait une vitesse enclenchée, et ben la voiture est repartie toute seule, et il a dû reprendre le contrôle sur le volant. Alors j'ai raconté ça à Philippe Guillemont, dans le cadre des effets dose, parce qu'on est en plein dans un effet dose. Il m'a dit, mais enfin les ufologues, qu'est-ce que vous avez dans la tête, quoi? Ça fait 50 ans que vous traînez là-dessus, mais vous n'avez pas encore compris. Je dis, ben écoute, physicien, explique-moi. Il m'a dit, mais la voiture s'est jamais arrêtée. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit, non. Ce qui s'est passé, c'est que le témoin et sa voiture ont été pris dans une déformation temporelle volontairement induite par le phénomène et qui lui sert de cadre à sa manifestation. Et il m'a dit, ce que je te dis, je vais y travailler, mais de ton côté, cherche un peu dans les cas français, je suis à peu près sûr que tu trouveras des cas similaires. Alors c'est ce que j'ai fait en rentrant, et effectivement,
J'ai cherché pas comme un fou, hein. J'ai un peu regardé dans ma documentation. Effectivement, j'ai trouvé 2 cas français tout de suite où le même syndrome s'était produit. La voiture était repartie toute seule. Un cas en Corse et un cas dans le nord de la France. Pendant ce temps, Philippe Guillemant a produit un modèle, une théorie, hein, qui s'appelle la macrobulle quantique, dont il dit qu'elle est parfaitement rationnelle. Certes, on crée très souvent des microbules, mais créer une macrobulle, c'est une autre histoire parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Et puis surtout, il y a le problème de la décohérence. Alors, Philippe le sait, il dit, ça implique que cette intelligence maîtrise la décohérence. La décohérence au niveau quantique, c'est la réduction de la fonction d'onde qui fait que notre réalité est créée. Et vous ne pouvez pas créer une bulle macro-quantique sans contrôler absolument la décohérence, parce que sinon, votre bulle, ben, elle se résorbe en 1/1000e de seconde. Donc tout ça n'est pas possible. Mais tout ce que disent les témoins, Guillemant m'a dit, mais demande à n'importe quel physicien, même un physicien qui s'occupe absolument pas d'OVNI, qui déteste ça. Il te dira, ce qui est dit là, ça a l'air effectivement de concerner une... Alors, aujourd'hui, je pense que ce modèle proposé par Philippe est sans doute un des meilleurs outils dont nous disposons, pas seulement parce qu'il explique ça, c'est parce que il explique aussi certaines autres caractéristiques. Il les éclaire d'un jour un peu particulier. Par exemple, on sait que dans une bulle quantique, au niveau quantique, la gravité est supprimée, ou quasiment supprimée, ce qui évidemment va parler tout de suite à un ufologue. Hein. Bien sûr, la première caractéristique, on sait qu'il y a un problème avec la gravité. Dans une bulle quantique, on peut se livrer à des expériences lumineuses qui sont impossibles dans notre réalité normale. Ça fait 2. Dans une bulle quantique, la dimension conscientielle prend un tour extraordinaire parce qu'elle devient l'amplificateur de l'indéterminisme quantique et on peut faire des choses, on peut faire des intrications psychiques qu'on ne ferait pas naturellement pareil dans notre réalité. Donc le modèle est intéressant, j'en ai à l'époque... attendez, hein, voilà, ça devrait aller. Non, hop, que je vous montre ça. Voilà, on y arrive. Voilà. J'ai fait à l'époque, c'était en 2019, ce schéma qui explique un peu ce que dit Philippe. Il y a 2 phrases importantes. Alors là, faut connaître un peu la physique quantique. Les lignes contextuelles, la deuxième ligne, les lignes contextuelles des possibles apparaissent, le temps de transformer en espace. Vous savez qu'au niveau quantique, on a en ce moment, je suis devant vous, je fais ça, je pourrais faire ça aussi si je voulais. En fait, il y a plusieurs occurrences qui sont possibles. Et on dit la conscience ou les circonstances vont en prendre une et ça va devenir notre réalité. Mais là, les lignes contextuelles des possibles apparaissent, ça veut dire que l'intelligence qui a créé cette bulle est capable de voir les différentes lignes des possibilités et donc qu'elle dispose d'informations en post-événementiel. Elle voit un futur proche, pas loin, hein, mais à courte échéance, elle le voit. Et elle est capable de sélectionner une de ces séquences, ici la 3, et l'important c'est ça, lorsque le phénomène va commencer à se rétracter, le raccordement temporel se fait en douceur et de manière invisible. Conséquence, l'impact causal est faible, l'élusivité totale, avec pour résultat le déni et le rejet des sociétés. C'est exactement ce qu'on vit. Donc quand je dis que c'est un des meilleurs outils dont nous disposons actuellement, je pense que je ne me trompe pas trop. C'est intéressant pour ça. Alors, avant de passer à la 8e et dernière caractéristique, qui est un petit peu l'élément central du thème qu'on a choisi aujourd'hui, je vous ai dit que je vous donnerai quelques informations sur cette histoire de mobile. Là. Je vais donc vous sensibiliser à quelque chose dont vous avez sans doute jamais entendu parler, les anomalies. Quand on fait de la recherche, il faut bien connaître les 8 caractéristiques, il faut les questionner d'ailleurs. Vous apercevrez à ce sujet que si vous en questionnez une, toutes les autres répondent en même temps, ce qui signe un niveau de cohérence assez fort. Mais il ne faut surtout pas confondre les caractéristiques avec les anomalies, ce qui n'est pas facile parce qu'elles sont de même nature. L'anomalie, c'est quelque chose qui est caché la plupart du temps dans l'information de la séquence qui est voilée, ce qui fait qu'on ne voit pas, mais qui
une fois qu'on l'a compris et vu, vous tombez un peu des nues, je dois dire. Moi, j'en tombe des nues sans arrêt en ce moment, je travaille pas mal là-dessus. En fait, c'est de l'information qui nous est communiquée. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'anomalie par rapport à la caractéristique? Eh bien, c'est encore le taux statistique, sauf que là, il est infinitésimal. Le phénomène a répété plusieurs fois les mêmes anomalies, on le sait, et on est à 0,1%. Un ami me disait, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec des trucs à 0,1%, c'est infinitésimal. Je dis non, non, d'abord il faut s'interroger pourquoi c'est là, et pourquoi c'est répété de temps en temps et pas tout le temps, et pourquoi c'est là, même quelquefois. Et puis, quand vous apercevez que c'est de l'information qui nous est communiquée sur des sujets bien précis, là, ça change encore une fois la donne. Hein. Donc, on va faire une petite digression, avant de passer sur la dernière caractéristique, je vais vous donner un exemple, parce que ça pourrait faire le thème de l'exposé, ça pourrait durer 4 heures, hein, les anomalies. Donc, je vais vous parler d'un cas. Alors, j'ai choisi celui-là parce qu'il est simple, dans la mesure où, pour une fois, l'anomalie recouvre le sens de la séquence. Donc, c'est immédiatement visible, hein, vous le verrez immédiatement, il n'y a rien de voilé, rien de caché. On est en novembre 1957, donc ça fait un moment, dans le petit village de Morez, qui est dans le Haut-Jura. Vous avez un couple d'enseignants qui vit sur le haut plateau à 1200 mètres d'altitude et qui décident d'aller au cinéma le soir dans la vallée. Donc ils prennent leur voiture, ils descendent. Ils regardent leur film, ils remontent vers 23h et quelques, donc en pleine nuit. La route est très sinueuse, elle monte, hein, et elle coupe un chemin de fer. Un chemin de fer assez typique, assez folklorique, hein, qui est très régional, mais qui alimente un petit peu les différentes parties de la vallée. Donc le mari au volant coupe, et puis sa femme tout d'un coup lui dit, mais attends, j'ai vu un truc là, arrête-toi tout de suite, au-dessus il y a un virage, il y a un espèce de renfoncement où on surplombe la voie ferrée, arrête-toi. Il me semble avoir vu une Micheline, vous savez ce que c'est une Micheline, hein, c'est l'ancêtre des TGV, et il y a dû avoir un accident parce que tout était rouge autour, il doit y avoir un incendie, quelque chose. Donc, le mari s'exécute, il s'arrête, ils sortent tous les deux, et alors là j'ai été prudent, disons plutôt, j'ai dessiné quelque chose de très neutre. Hein. Il voit effectivement une sorte de Micheline posée sur la voie, avec de la lumière rouge qui sort des fenêtres, donc c'est rétro-éclairé, et dès qu'il regarde ça, voilà-t-il pas que la Micheline en question, elle se sustente et elle commence à monter. Alors évidemment, les deux témoins sont là, ils regardent ça. L'engin passe devant eux, comme ça. Il monte jusqu'à 15 mètres au-dessus d'eux. À ce moment, le rayonnement rouge s'intensifie et la Micheline commence à se déformer et elle devient un cercle, un disque. Et ce disque part tout doucement. Il va disparaître dans le ciel nocturne. Qui fait l'enquête? Jean Tirode, rien que ça, le meilleur enquêteur de lumière dans la nuit, 500 enquêtes. Je suis passé le voir quelques mois avant sa mort dans sa ferme du Jura, c'est en 78. On a parlé de ça. Les témoins ne voulaient plus en entendre parler, ils ont été tellement choqués par ce qu'ils ont vu que voilà. Alors, ce cas a fait l'objet d'une publication, donc d'enquête, dans la revue Lumière dans la nuit, numéro 112, pour ceux qui ont la collection qui s'intéressent à ça, et la première page, la page de couverture, pardon, avec un dessin de Jean Tirode de l'objet partant dans la nuit. Question, d'après vous, quelles conséquences a-t-on tiré de ce cas? Quelles conséquences le milieu ufologique a tiré de ce cas? Aucune. 15 jours après, on avait tout oublié. Et pourquoi? Parce que l'information remonte du terrain et se heurte aux théories que l'on veut absolument plaquer dessus, et qu'à l'époque, on pense que les soucoupes volantes, pour parler le langage de l'époque, viennent de la planète Mars, figurez-vous, et sont construites comme nos avions et nos voitures. Donc ça, c'est insupportable. Donc on va tout de suite oublier. J'ajoute que 10 ans avant, le 14 août 47, à Raveo, dans le nord-est de l'Italie, une région montagneuse, le phénomène nous avait déjà expliqué ça. C'est le cas de Raveo, qui est très connu des ufologues italiens, avec un objet d'un rouge vif, normal, on est en Italie, hein, c'est le pays des Ferrari, donc planté dans l'éboulis, au moment où les êtres rentrent dans l'objet, le témoin va dire quelque chose.
quelque chose d'incroyable. Eh bien, tenez-vous bien, quand on communiquera le cas sur dossier, beaucoup ont tronqué la fin, pour ne pas parler de ça. Alors qu'avait vu de si extraordinaire le témoin? Eh bien, l'objet avait rétréci de forme avant de partir comme un boulet de canon vers le ciel. Vous voyez les problèmes auxquels on se heurte. Et vous allez, aujourd'hui on parle de cadre protéiforme, on ergote sur le cadre protéiforme, mais ça fait 80 ans que le phénomène nous a expliqué ça, qu'il était capable de métamorphisme. Et aujourd'hui, bon, on se dit, alors il y a certains ufologues qui vous disent, ah ben oui, finalement, il semble que le phénomène soit capable de nous montrer tout ce qu'il a envie de nous montrer. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Hein. Donc voilà, je voulais vous... Ça, c'est l'exemple type d'une anomalie, mais qui est visible. Alors après, détecter une anomalie dans le flux des séquences, il faut s'entraîner. C'est pas le... Tout le monde ne le peut pas. Il faut s'entraîner, il faut des fois passer sur un second degré. Et si vous la trouvez, il faut faire un peu comme un philatéliste avec un timbre rare. Vous savez, il faut prendre une pince, extirper l'anomalie et la poser sur la table ou au bureau ou au mur sur un tableau. Et vous allez vous apercevoir qu'un tas de choses dont on discute aujourd'hui, tout cela nous a été expliqué depuis longtemps et qu'on n'a pas vu. Alors question, pourquoi voit-on aujourd'hui des choses qu'on n'a pas vues depuis 80 ans? C'est une bonne question. J'y réponds généralement en disant que peut-être qu'on a un peu évolué nous-mêmes et qu'on est capable aujourd'hui pour certains de déceler ces choses-là. Voilà. Mais il faut changer de niveau, il faut changer de grille de lecture, il faut changer un peu de statut évidemment, hein, ce qui est très très difficile. J'en viens maintenant à la 8e et dernière caractéristique qu'on appelle la dimension spéculaire, qui est connue depuis très longtemps, même depuis le début. Hein, il y a des cas qui remontent au début du XXe siècle, en 1900, 1914, où visiblement c'est déjà là. Alors, le terme paraît savant, hein, dimension spéculaire, en fait ça vient de l'italien specchio, qui signifie miroir. Donc on devrait dire en bon français la dimension en miroir. En miroir de qui, de quoi? Ben, en miroir de nous-mêmes. D'où l'occultation généralisée, parce que je ne sais pas si vous réalisez le danger de ce genre de constat. C'est quelque chose... Bon, c'est à un tel point qu'aujourd'hui, on est incapable de mettre un taux statistique sur cette 8e caractéristique. J'ai essayé par 3 fois, moi. Et j'ai échoué 3 fois, et les copains ont échoué aussi. Hein. Pourquoi? Parce que ça paraît affecter l'ensemble de l'ufologie. Et là, ça devient d'une dangerosité extraordinaire, parce qu'on voit bien qui pourrait se saisir de ça et pourquoi en faire. Voilà. Alors, la déclinaison la plus connue de la dimension en miroir, donc, s'appelle le mimétisme ovni. Et c'est connu depuis très longtemps. Ça ne vient pas de sortir. Hein. Et j'ajoute que ces cas continuent de se produire. Récemment, là. Encore. Hein. Alors, il y a 3 niveaux. J'ai travaillé depuis très longtemps. Il y a 3 niveaux. Premier niveau, le phénomène mime des artefacts humains, donc principalement aériens. Pas seulement, hein, mais principalement aériens. Et il le fait en déformant toujours ce qu'il mime, évidemment. Ben oui, si le mime était parfait, il n'y aurait jamais d'observation. Bien sûr. Alors le cas le plus connu en France, c'est le cas de Feigny dans le Nord en 90, où une famille de 7 personnes a observé ce zinzin, là, comme dirait Aimé Michel. Le père qui était dans l'aéronautique a reconnu tout de suite de quoi il s'agissait, c'en est en pleine nuit, il l'a observé pendant 20 minutes, l'objet vient à 3 km/h, ce qui est impossible pour un jet évidemment, vers eux, donc ils l'ont vu sous tous les angles. Hein. Le père a même eu le temps de prendre une lampe torche, de l'éclairer, il est passé à 10 mètres au-dessus, et le ventre de l'objet, il a parlé de peau de lézard ou de peau de serpent, il a été très impressionné par ça. Le nez est tronqué, il a été remplacé par un faisceau lumineux, et les 2 réacteurs à l'arrière n'en sont pas, c'est également 2 faisceaux lumineux. Donc ils ont vu l'objet évoluer à toute petite vitesse, tourner, passer, et puis s'en aller tranquillement comme ça. Ça c'est un exemple typique de mimétisme aérien. Donc 4 ans plus tard, rebelote aux États-Unis. Les spécialistes reconnaîtront tout de suite ce que c'est un SR-71, le fameux Blackbird, l'avion le plus rapide de son temps. Et pareil, l'avant a été complètement tronqué, c'est remplacé par un faisceau lumineux, et là encore, il y a 4 témoins qui voient passer ça. Alors, il faut savoir que le mimétisme, il y a 2 particularités. C'est parodique. On a l'impression parfois d'un enfant qui joue.
d'un enfant un peu pervers qui joue avec nous, qui se fiche de nous. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que c'est auto-invalidant. Parce que tous ces cas ont été immédiatement éradiqués, évidemment, au nom du principe de précaution. Confusion. Avec quoi on ne sait pas, mais confusion. Hein. Ici, vous avez deux infirmières qui voient passer ça à toute vitesse. Elles sont infirmières, ça ressemble à des seringues. Curieux quand même. Alors on ne peut pas trop affirmer non plus, mais c'est curieux. Dessous, c'est deux chasseurs québécois qui vont à la chasse au canard et qui voient passer ça dans le ciel. Je m'excuse. Alors, il y aurait un témoin. Il y aurait un témoin. On dirait, bon, ils ont eu une hallucination, on n'en parle plus. Mais deux témoins, ça devient plus compliqué. Hein. Vous avez d'autres cas, notamment voitures. Il y a quelques voitures et quelques motos ici. Ici, ça ressemble un peu... Alors, deux témoins, ils ont été paralysés durant l'observation. La voiture, entre guillemets, est partie à toute vitesse sur la route. C'était un individu ridé qui était aux commandes. Ça ressemble un peu, vous savez, au stock car dans les fêtes foraines. Je trouve que le véhicule ressemble un peu à ça. Dessous, vous reconnaissez le cas de Morez. Et puis, il y a un ou deux cas qui sont des cas prototypes pour moi, en tout cas. Alors, il y a également des trains, comme à Morez. Ça, c'est le plus gros cas de vue avec train, et ça a été fait par des gendarmes français. C'est le cas de Saint-Clair-sur-Rhône en 93. Vous avez 6-7 gendarmes français qui ont vu ça, quand même, hein, en pleine nuit. Alors, personne n'a donné suite, évidemment, mais... Et vous voyez ce qu'a... Alors, le croquis est de Joël Ménard. Vous voyez ce qu'il a marqué en dessous, hein, croquis réalisé par tel gendarme. Et oui, si une observation pareille a été faite aux États-Unis, on en parlerait. C'est même pas sûr, hein, c'est même pas sûr. Alors, ça, c'est un cas que j'adore, qui est complètement oublié aujourd'hui. C'est le cas de Soupe-sur-Loing. Et pourquoi est-il prototype, ce cas? Parce que il va nous montrer la manière dont ça fonctionne vraiment. Ce jour-là, à Soupe-sur-Loing, en Seine-et-Marne, il y avait dans la région, mais pas du tout ici, hein, un dirigeable promotionnel de la marque Goodyear, vous savez, les pneus. Et ce dirigeable, il faisait 50 mètres de long, il était gris avec des bandes jaunes. Bon, très bien. Et puis deux femmes à 15 km de là voient passer ça sous leur nez. L'enquête a été remarquablement bien faite parce que l'enquêteur a réussi à trouver des détails dans le champ de vision qui lui ont permis de calculer la longueur de l'objet. Il faisait 8 mètres. Et il était gris avec des rayures jaunes. Donc on voit où il a pris le modèle. Mais l'arrière, regardez bien la queue derrière, c'est celle d'un C-47 américain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez ces deux espèces d'opuscules devant, enfin on dirait presque des oreilles, vous savez, qui tombent, ou des yeux de crustacés qui sont là. C'est toujours ce côté surréaliste et très parodique dans le mimétisme ovni. Que croyez-vous qu'il est arrivé pour ce cas-là dans le milieu ufologique, hein? Il a été immédiatement éradiqué, évidemment, on n'en a même pas parlé, au sens de confusion possible, par précaution, on l'a éliminé. Voilà. Et c'est systématique, ça marche à tous les coups. Parce que des cas comme ça, vous en avez beaucoup. Hein. Ça marche à tous les coups. Alors, hop, il faut que je... Voilà, là ça doit marcher. Ouais. Alors ne croyez pas que le mimétisme se soit arrêté. Dans les années 70-80, il y avait beaucoup de revues. Donc on a eu beaucoup de cas en mimétisme, c'est pour ça que c'est connu. Ça c'est récent, c'est 2019. Je le tiens d'une enquête du MUFON France, il y en a deux d'ailleurs. La femme dans son jardin, là c'est en plein jour, voit passer une carlingue d'A380. D'Airbus A380. Bon, elle comprend, elle connaît son terrain, elle sait qu'il y a une petite route devant, que c'est absolument impossible. Donc elle se précipite, elle court, il n'y a rien. Mais on sait où le phénomène a piqué son modèle. Parce que si vous descendez de 15 km en bas, vous avez la Garonne, et pendant des années, les carlingues d'Airbus étaient amenées à Toulouse par un système de péniches spécialisées sur la Garonne. Donc encore une fois, le phénomène a piqué dans l'environnement le modèle et l'a reconstitué ici. Ça ressemble vraiment à des bugs, vous savez, qui viennent taper à la fenêtre de notre bulle si bien sécurisée. Et vous avez un autre cas, un an après, c'est celui-ci. Alors là, c'est en pleine nuit, le témoin sort sortir son chien et observe cet engin, c'est une carlingue de 100 mètres de long. Elle a le temps de compter, qui évolue au niveau des arbres, hein. Elle a le temps de compter les hublots, il y en avait 84. Et ce qui l'a beaucoup choqué, c'est qu'à un moment, l'objet a fait une manœuvre d'évitement au niveau des arbres. Ce qui était fou, impossible. Voilà. Et elle a vu ça.
Alors ça, c'est tous les problèmes posés par le mimétisme de premier niveau, dont on s'aperçoit immédiatement. Hein, s'il suffit qu'il y ait enquête et publication du dossier, on sait tout de suite que c'est du mimétisme. Les ufologues qui ont un peu d'expérience savent. On va pas... Mais il y a un mimétisme de second niveau, il y a 3 niveaux. Le second niveau devient beaucoup plus compliqué et dangereux parce qu'il est contextuel. Ça aussi, on sait depuis longtemps. Contextuel au sens historique hein, du terme. Exemple type de ça, la vague de 46 en Scandinavie. À peu près 400 objets vus, 650 témoins, ça correspond à ce qu'on sait du nombre de témoins moyen, en moyenne pondérée, hein, c'est 1,7, donc ça va. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que voient les témoins? Des fusées, d'où le nom de fusée fantôme, vague de fusée fantôme. Et tout le monde évidemment pense que c'est les Russes. On est à l'été 46. Or on sait aujourd'hui que c'était pas les Russes. Et donc, la vague est restée un mystère. La vague la mieux enquêtée de l'histoire, hein, parce qu'ils ont vraiment eu peur, et ils ont dépêché leurs meilleurs enquêteurs, l'armée s'en est occupée aussi avec beaucoup de moyens. Et puis on s'aperçoit 30 ans après, parce que là, il y a toujours quelques décennies de décalage, on s'aperçoit qu'il y avait peut-être bien un niveau contextuel, parce que 46, on sort de la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde a en tête le V2, et on rentre dans la guerre froide. Et la guerre froide, c'est quoi? C'est des milliers de fusées, porteuses de charges nucléaires. Et on voit arriver des fusées venant d'on ne sait où. Et au cas où on aurait la comprenette un peu difficile, énormément de ces fusées se crachent au sol. Et on ne retrouve rien. Il y a l'exemple fameux d'un ingénieur dans sa villa au bord du lac qui a vu arriver l'objet. Il a parfaitement vu, même les ailerons derrière tout. Hein. C'est tombé dans le lac qui faisait 1,50 m de profondeur. Il a donné l'alerte, l'armée est venue avec des moyens énormes. Pendant 2 semaines, ils ont dragué le lac. Rien. Les cas de crash de rien, il y en a 40 en France aujourd'hui. On est à 40. D'après Joël Ménard, c'est moi qui ai enquêté le dernier, je sais, en 2019, sur la Côte d'Azur. Bon, ce sont donc des cas très étonnants. Alors je voulais vous montrer autre chose, parce que là on monte dans un registre qui est de plus en plus complexe. Si vous connaissez le dossier, que vous dessinez certains objets de telle ou telle époque, et que vous les montrez à un bon connaisseur du dossier, il vous dira immédiatement de quelle époque il s'agit. Comment c'est possible? Comme nous, par exemple, on vous montre une dauphine, ben vous savez que c'est les années 60, hein, c'est un peu cette idée-là. Regardez ça, c'est les années 40-50. D'accord? Regardez ça maintenant. On est dans les années 70, c'est notre époque ça. C'est beaucoup plus technologisé, il y a un design beaucoup plus moderne, dirait-on aujourd'hui, hein, si vous regardez bien. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pas Daniel qui me démentira. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui depuis la vague de la vallée de l'Hudson. Donc ça, c'est redoutable, hein, parce que n'importe quel scientifique vous dira, bah, enfin voyons. C'est évident que c'est une création imaginaire humaine, fondée sur un mythe sous-jacent, et qu'il n'y a rien derrière tout ça. C'est évident qu'on va vous dire ça. Et certains sceptiques s'en servent, ils en ont même fait leur cheval de bataille. Hein. Donc c'est la dimension mimétique appliquée au contexte est redoutable. Les Allemands ont un mot hein, pour ça, c'est le Zeitgeist, l'air du temps. C'est pas mal trouvé. Le phénomène est capable de mimer l'air du temps. Étonnant, mais en relation avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent pourtant. Hein. Il existe un 3e niveau dont je ne vous parlerai pas, je ne connais qu'une dizaine de cas en France. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que ce sont les cas les plus complexes. Je sais, j'en ai enquêté un, vraiment complexe. Et là, on a la sensation d'une personnalisation de la représentation par rapport aux témoins qui observent. Là, vraiment. Alors vous avez, tout à l'heure, je ne voulais pas commenter, mais... voilà, celui-là, là, à gauche. Ça, c'est le premier cas de Fény en 74. Histoire, le père et la mère, leur fille est partie au bal, et ils sont très inquiets parce qu'elle n'est pas rentrée à l'heure prévue. Tiens donc. Et ils descendent dans la rue et font les 100 pas. Vraiment très inquiets. Ils voient la lune est là, pas de problème. Bon. Et puis tout d'un coup, il y a cet objet qui arrive, bizarre, comme une lune noire, mais avec entourée de blanc. Elle se sépare en deux. Donc un sentiment de séparation sur le plan symbolique. Et puis dans la partie de gauche, vous avez ces 2 petits personnages qui ressemblent à des cosmonautes, qui commencent à se manifester comme ça, à tourner en rond, à aller venir. Et puis la fille revient finalement, le phénomène se resynchronise et disparaît.
Pas besoin d'être psychologue pour comprendre hein, que la relation avec le témoin est vraiment personnalisée. Par quels moyens ça reste à définir, mais voilà. Les cas du niveau 3, c'est ça. Et j'ai travaillé sur un cas 10 fois plus complexe que ça. Et d'ailleurs, je n'en suis pas sorti, hein, à peine, hein, depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment très... Alors, il n'y aurait qu'un seul témoin dans cette histoire. Encore une fois, hein, on dirait, bon, une hallucination, bon. Mais 2 témoins, et vous avez des cas où vous avez plus de 2 témoins. Donc, ça pose quand même problème. Hein. Voilà. Alors, je reviens où j'en étais. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a commencé à se douter de ces histoires-là à partir de la fin des années 70. Et mon propre parcours a croisé cette histoire par hasard. Hein. La première enquête importante que je fais, en 75, concerne un cas, alors j'ai eu une chance encore une fois inouïe, j'ai toujours eu de la chance hein, dans mes trucs, j'ai pu rencontrer la dernière survivante d'un trio. Il y avait elle, femme au foyer, il y avait son mari électricien et un ami d'enfance policier, qui ont observé quelque chose à Beau Soleil, c'est le petit hameau qui jouxte Monaco par le haut, en juillet 1951. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la mairie à cette époque invitait des représentations théâtrales itinérantes. Donc les gars arrivaient sur la place centrale, ils mettaient les strapontins tout et les gens venaient avec leurs chaises le soir hein, et ils regardaient. Donc ils sont arrivés un peu en retard, il y avait un grand silence, il y avait du monde hein, sur la place. Il y avait un grand silence et ils entendaient même les acteurs déclamer, la pièce avait commencé. Et tout d'un coup, en arrivant par le travers sur la place, ils voient quelque chose de bizarre qu'ils ont d'abord pris pour une animation de fête foraine, une sorte de ballon qui était là attaché. Bon. De cet objet-là, ils s'en sont approchés vraiment très près, à peut-être 4 mètres, tous les 3. Et ils ont fini par comprendre que ça n'avait rien d'un ballon. Alors c'était un objet ovoïde, entièrement transparent, et il y avait 2 petits personnages à l'avant, assis côte à côte, comme dans une voiture, donc ils ont surtout vu le premier, hein, qui semblait regarder la pièce de l'autre côté de la place, mais avec une attention vraiment soutenue. À aucun moment, ils n'ont regardé les témoins. La femme, elle a commencé à prendre peur, elle a crié pour appeler les gens. À ce moment, l'objet, il a filé à une vitesse extraordinaire. En moins de 2 secondes, il avait disparu derrière une maison et puis c'était fini. Ces gens-là ont passé toute leur vie, parce qu'ils se voyaient tous les week-ends, ils ont passé toute leur vie à se demander ce qu'ils avaient vu. Hein, et ils n'ont jamais compris. Même au niveau ufologique, hein, le cas est d'une absurdité telle. Bon, d'abord, on va dire tout de suite, où est le système de propulsion? Où? C'est la première chose. Hein. Mais en plus, qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Bon. Alors moi, j'appelais ça un cas disruptif à l'époque. Vous allez voir que ça porte un autre nom aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de voir l'anomalie dans le cas? Vous me direz à la fin. Réfléchissez, vous me direz à la fin si vous avez repéré l'anomalie. J'ai fait ce dessin sur place à l'époque, comme ça, hein. À main levée. Après, j'en ai fait un petit peu mieux. Voilà. Et donc, le temps a passé. J'ai publié l'enquête dans Lumière dans la nuit aussi, et le temps a passé. Quelques années plus tard, quelle n'est pas ma surprise de m'apercevoir que, moins d'1 an avant Beau Soleil, avait eu lieu un cas pas tout à fait semblable, mais très semblable, à Vaux-en-Dieulet, un petit hameau perdu dans les Ardennes, à l'autre bout de la France. Donc, j'ai repris le dessin de Jean-Michel Langeron, l'enquêteur. Voilà le cas. Il est encore plus absurde, si vous regardez bien, que le cas de Beau Soleil. Hein. Et là, alors il y a 2 témoins. La fille a eu très peur parce qu'il lui a semblé que l'être l'a fixé d'une manière pas très gentille. Et le phénomène ne s'est pas posé, mais il a laissé une trace qui a perduré très très longtemps dans le champ. Les vaches ont cassé la barrière, ont fichu le camp, elles ont refusé d'y retourner. Et l'objet est parti dans un festival pyrotechnique extraordinaire avec des lumières partout. Bon, le cas a été connu très tard, comme c'est toujours le cas. Au moment où son père est mort, la fille a accepté de parler. Donc le cas a émergé dans les années 70, mais on est en mai, je crois. Oui, en mai 1950, oui, c'est ça. Moins d'1 an avant Beau Soleil. Quelques années passent encore, et comme je m'intéresse beaucoup au cas italien, je découvre que 4 ans avant Beau Soleil, le 14 août 1947, à Bordano, un petit village haut perché de l'Italie du Nord-Est, ouais,
avait eu lieu un cas, encore une fois, très similaire à celui de Beausoleil. Alors là, il n'y avait qu'un témoin, ce qui fait que le cas, automatiquement, est moins crédible. Mais j'ai réussi à me procurer le dessin italien, que voilà, et on est encore dans la même histoire. Alors, il faudra attendre 1978 pour que dans un livre très célèbre, Bertrand Meust, un proche d'Aimé Michel, qui s'en était aperçu, les deux s'en étaient aperçus, parle de ces cas, qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit, et les nomme. Il va les appeler effets vitrines. Il dit ce sont des effets vitrines qui se montrent volontairement aux témoins, dans un espace donné. Vous allez voir que les effets vitrines, moi j'ai continué à travailler de mon côté sur les catalogues mondiaux, et j'ai découvert d'abord un peu intuitivement, puis ensuite de manière plus réelle, que ces cas étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait, que ce que les ufologues pensaient. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 3 niveaux de ces cas. Voilà. Le premier niveau, c'est le plus pur, c'est Beausoleil, c'est Vaux-en-Dieulet, etc. Le second niveau, c'est, vous avez la superstructure dessous, qui est technologisée et en acier. Ce sont les plus nombreux. Il y en a énormément. Tripoli, en octobre 54, est très connu. Le cas a laissé des traces, d'ailleurs, devant le témoin. Ça, c'est le plus gros cas espagnol. Là, on a vraiment l'impression d'une pièce de théâtre, enfin, d'un scénario de théâtre qui montait derrière. 30 témoins sur ce cas-là. Parce que le phénomène a duré presque 1 heure. Je dis, c'est le plus gros cas espagnol. Ponteros, dans la province de Santander. Celui-là est très mignon, il est très connu. Duncan, au Canada, près de Vancouver. L'infirmière ouvre très tôt le matin, il fait encore nuit, le rideau du malade, et elle se trouve face à ça. Petit objet, vous voyez, on est en plein dans l'effet vitrine, toujours. Elle appelle ses amis qui arrivent, et elles auront le temps d'observer l'objet qui fiche le camp immédiatement, évidemment, et qui se trouve sur le parking. Ah, ça c'est un cas que j'aime beaucoup, c'est Santa Maria del Tiempo, en Italie, en avril 1974, devant toute une famille de 5 témoins. L'objet est là, on est très proche du cas de Tripoli dans cette histoire. Si vous regardez bien, les aides sont occupées à des activités mystérieuses dessus, et les témoins, ils observent ça. Voilà, hop. Ça c'est Utterson dans l'Ontario, typique de l'effet vitrine de 2e catégorie. Ça, c'est un cas qui est mignon comme tout, c'est Parkstone en Angleterre. Pareil, ça, c'est une arrivée impromptue sur zone. Le témoin voit une sorte d'étoile brillante. L'étoile brillante arrive à toute vitesse au-dessus d'elle. Elle est en train de retirer le linge, il fait nuit. L'objet se penche vers elle, il reste là un moment, une lumière extraordinaire. Dès qu'elle appelle son mari, l'objet file. Et elle va s'en sortir avec un coup de soleil. Bon, se prendre un coup de soleil en Angleterre à l'automne et en pleine nuit, c'est un peu bizarre, je reconnais. Mais l'objet était extrêmement lumineux, et donc il y a eu des séquelles. Ce ne sera pas la première fois d'ailleurs. Voilà, ça c'est un des derniers cas survenus en Italie, c'est le cas de Scortichino en Émilie-Romagne, en 2008, donc devant toute une famille aussi, qui ont fichu le camp à toute vitesse d'ailleurs. C'était sur un carrefour, l'objet était posé là. On ne sait même pas s'il y a eu des traces parce qu'ils sont partis, ils n'ont pas voulu revenir. Voilà. Donc, ces cas, il y en a beaucoup. Et ça, c'est le dernier qui soit arrivé en France. J'ai mis des années à pister le témoin. Un des 3 témoins. Finalement, j'ai réussi à le trouver. Il a bien accepté de me parler. Donc, je connais très bien le cas. Ça va. C'est un cas où ça a été vu à 5 mètres seulement. Ça a duré 3-4 minutes. Les 3 témoins ont été assez choqué, sauf celui que j'ai eu, là, qui a vécu ça plutôt bien, positivement. Et puis le phénomène est parti. Alors ne croyez pas que là on est dans une sphère, mais ça appartient à la catégorie 1. Ne croyez pas que ce soit un cas exceptionnel. Regardez. Tomintoul, l'Écosse, 1930. On est dans la même chose. Et regardez celui-ci qui est bien plus connu des spécialistes. Vernos les Annonais. C'est en Ardèche. En décembre 54, la fille, elle est une très jeune femme qui travaillait dans une usine, elle est tous les matins tôt à son boulot en coupant à travers champs, et il y a cet objet qui est arrivé. Il y a eu un jeu assez bizarre, il est parti, il est revenu, il y avait un personnage qui lui faisait ça devant, du style arrête-toi, et puis ça repartait. Bon, elle a eu une main assez abîmée avec cette histoire, elle a constaté après. Et alors mon ami Michel Figuet, en 76, a réussi à la retrouver. Et elle avait toujours les problèmes sur la main par rapport à ce cas. C'est un des rares cas, il n'y en a heureusement pas beaucoup, où il y a eu quand même des séquelles. Voilà. Alors ça c'est la 3e catégorie qui est la moins nombreuse.
Ça, c'est le cas français le plus connu, c'est Aubagne, en octobre 59, donc. Hein. Un cas auquel je tiens beaucoup, parce que l'objet faisait au moins 20 mètres d'envergure. Et puis, comme j'ai l'habitude, la bonne ou mauvaise habitude, je ne sais pas, de donner des titres à chaque cas, celui-là, je l'ai appelé le sous-marin volant, à cause du bastingage. On est là presque dans un style un peu steampunk, hein, de la fin du 19e. Et puis après, je suis revenu, j'ai changé le cas, je l'ai appelé la croisière s'amuse. Parce qu'en fait, du feuilleton américain évidemment, parce qu'en fait, il y avait une vingtaine de gars là, habillés en blanc, qui nous ressemblaient complètement, habillés en blanc, comme des officiers de marine, si vous voulez. Hein. En plus, plutôt beaux gars, a dit le témoin. Et puis il y avait ces 3 enfants qui étaient avec elle. Elle étendait son linge là. Dès qu'elle a appelé son mari, l'objet a fichu le camp. Décidément, les maris dans cette histoire. Bon. Alors, le cas est d'une absurdité absolument totale. On est bien d'accord. Hein. Et pourtant, ça s'est produit à plusieurs reprises. Et ce cas, j'y tiens énormément parce que grâce à un ami, en 76, on a réussi à retrouver le témoin. Et on a été chez elle. Elle était toujours au même endroit, à Aubagne. Et on a vu les enfants devenus grands. Ça, c'est intéressant. Et tous se souvenaient parfaitement du curieux objet impossible, hein, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez quelques cas dans le monde de cet acabit-là. Parfois, c'est plus technologisé, la vitre est bien rectangulaire. Vous voyez, il y en a un. Alors, j'ai fait des planches aussi. Alors là, on est dans le théâtre total de l'absurdité. Hein. Regardez-les bien tous. Le cas de Maubeuge, qu'on appelle Beaufort, mais qu'on appelle Maubeuge en France, est très connu. Bon, on est dans un effet vitrine, évidemment. Hein. Ça, c'est un des plus gros cas japonais, Tomakomai, dans l'Hokkaido, la grande île au nord du Japon. Celui-là est extraordinaire aussi. Enfin, ils sont tous... voilà, j'ai fait 4 planches pour montrer, regardez, l'incroyable créativité et l'incroyable diversité de ces effets vitrines. En voici d'autres encore. Ah, celui-là là-haut est assez fort, parce que le témoin voit ça, la porte se referme et décolle. Ah, il faut le faire quand même. Je veux dire, bon... celui-là a beaucoup intéressé Philippe Guillemant. Celui-là, alors, tout à fait admirable aussi. Enfin bon, bref, c'est... Alors là, on a affaire au summum. Ce cas-là, je l'aime beaucoup, parce qu'on dirait une ampoule géante avec le gars qui bouge dedans. Et puis alors celui-là, c'est le pompon. Hein. Voilà, là c'est le pompon. Et pourtant, il y a une explication. Mais bon, vu comme ça paraît absurde. Vous restez au premier degré, c'est absurde. Il faut passer sur un second degré. Voilà. Alors, je me suis aperçu que j'ai été un des premiers à faire une typologie des êtres observés. Il y en a 14, je crois, aujourd'hui dans le monde. J'ai été le 2e ou le 3e à la faire en 78. Donc ça, c'est quelques cas français. Vous les reconnaissez, un Cussac, Valençol, Carouble, etc. Bon, et je me suis aperçu, donc, qu'on n'avait jamais tenté le coup, c'était pourtant évident, hein, de faire une typologie des séquences. Pourquoi? Vous avez un certain nombre de cas qui ne sont pas définissables. Soit l'enquête n'est pas bien faite, soit ça va trop vite, soit il manque des éléments, vous n'arrivez pas à définir le cas. Donc j'ai résolu le problème, tout ce que je ne pouvais pas nommer spontanément, boîte noire. J'ai laissé la boîte noire dans les statistiques, et pour le reste, regardez qui arrive en tête, contrairement à ce qu'on s'imagine dans le milieu ufologique, où on pense que c'est la cueillette-collecte qui arrive en tête, pas du tout. Ce sont les effets vitrines qui arrivent en tête. Or, s'il y a bien un chercheur qui ne s'est pas laissé abuser une seconde par cette histoire-là, c'est bien Bertrand Meust. Dès le début, il l'écrit, il interprète ces cas dans le cadre d'un space opéra, c'est-à-dire d'un opéra spatial. Autrement dit, dans un système de représentation, de simulacre. Il se trouve que nous avons un outil extraordinaire pour traiter ça. On n'est pas totalement démunis. Il y a une discipline qui s'appelle la sémiologie, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est une branche de la linguistique. Elle a eu une influence énorme au XXe siècle, notamment sur tout un tas de disciplines, histoire de l'art avec Panofsky, l'ethnologie, quand Claude Lévi-Strauss parle de structuralisme, aujourd'hui mondialement admis, et que vous regardez la définition du structuralisme, ouais, chaque ethnie et civilisation code la réalité selon des signes qu'elle est la seule à reconnaître, ouais, c'est de la sémiologie. Alors la sémiologie vient du grec sémios, qui signifie signe, justement,
Et elle étudie tout particulièrement une forme de communication à partir d'une base de signes et de signaux. Alors ça marche d'une manière trinitaire, comme vous le voyez. C'est un système à 3 composants. Vous avez, alors le plus difficile, ça il faut le comprendre, vous avez le signifiant qui est l'outil qui porte le message. Donc ils font une distinction entre le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est le message. Donc vous voyez, signifiant égale signifié, et tout ça est fait pour un percipient, comme ils disent, ou un observateur. C'est ce que nous appelons un témoin, en ufologie, ou avec un S éventuellement. Et en ufologie, il suffit de remplacer signifiant par observation rapprochée. Après, il reste à décoder son sens. Et c'est faisable. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça c'est un bon exemple parce que ça vous place tout de suite face. Vous voyez apparaître ça, c'est un signifiant. Vous reconnaissez tout de suite un idéogramme, c'est-à-dire sino-japonais. Mais à moins que vous ayez fait du japonais ou du chinois, le signifié, point d'interrogation. Donc il faut apporter de l'information. À l'origine, l'idéogramme représente un petit japonais ou un petit chinois qui marche sur un chemin en tenant une lanterne pour éclairer sa route. C'est ce que vous venez de voir. Ça s'appelle en français entre guillemets Do ou Dao ou Tao en chinois. Ça veut dire le chemin, la voie. Et c'est en lien avec le Taiki qui représente la vision cosmologique ancienne de la Chine, qui est une voie philosophique, un formidable moyen d'intégration sociale en Asie et un support d'autoréalisation aussi. Donc, si je continuais ici, si j'avais la place, je pourrais mettre toute une constellation de symboles qui apparaissent autour du Taiki. Et j'aurais dû le faire parce que ça vous montre la particularité d'un métalangage. Il est toujours polysémique, c'est-à-dire qu'il porte plusieurs sens superposés. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, j'ai été voir du côté d'Umberto Eco, que vous connaissez certainement tous, qui n'était plus là aujourd'hui, mais qui était un des meilleurs, considéré comme un des meilleurs sémiologues du monde. Hein. Son livre est facilement accessible, hein, ça s'appelle « Les limites de l'interprétation ». Je vous avertis tout de suite, bon, j'ai l'habitude de lire des documents universitaires, mais alors là, vraiment, si vous voulez vous prendre une prise de tête, essayez de lire le livre, vous allez comprendre. Alors, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est qu'au milieu du livre, il pose la question principale, qu'est-ce qui fait qu'un signifiant est performant ? Bah, c'est vrai, c'est la seule question valable dans cette histoire. Qu'il délivre bien son message à un maximum de personnes. Et Eco répond de la façon suivante. Quand le signifiant apparaît à votre vision ou dans votre conscience, il doit être porteur de thématique. Vraiment. Petit détour par l'histoire des idées en ufologie maintenant. Quel ufologue brillantissime écrit au début des années 80, en parlant des RR3 et des rencontres rapprochées en général, leur principale particularité, c'est qu'ils sont porteurs de thématiques. L'espace, la vie dans l'espace, une technologie merveilleuse, des performances extraordinaires, une lumière merveilleuse, etc. On pourrait dresser la liste. C'est Bertrand Meeust, encore lui. Et quand le message approche de sa délivrance, à ce moment-là, nous dit Eco, il doit y avoir automatiquement émergence d'éléments symboliques. Du grec symbolein, hein, jeter deux choses en même temps, l'une renforçant la compréhension de l'autre. Il faut savoir que le symbolisme est étroitement lié aux fonctions analogiques, qui sont les fonctions prioritaires du cerveau humain, comme le montrent un certain nombre de travaux en neurosciences récents. Il faut savoir que c'est lié au mythe aussi, et à la littérature, cette histoire. Vraiment, donc, et des éléments symboliques qui apparaissent. Alors dès que je lis ça, je pense à mon vieil ami Jean-Jacques Jaillard, ça fait 50 ans qu'on communique ensemble. Jean-Jacques est psychanalyste de talent, mais il est surtout docteur en philo, diplômé de la Sorbonne. Ça fait 50 ans que Jean-Jacques étudie les anomalies et les éléments symboliques qui pullulent littéralement autour des observations rapprochées. Donc tout ça cadre à peu près. Ça cadre tellement bien d'ailleurs que maintenant on va passer ensemble pour terminer aux travaux pratiques. Voilà le livre d'Eco. Vous le trouvez pour quelques euros, mais attention au mal de tête. Hein. C'est oui. Alors tout le monde connaît en France le cas de Valençol, bien sûr. Le second cas, le plus connu, est sans doute
celui de la plaine des Cafres à La Réunion le 31 juillet 68, qu'on appelle le cas des Baba Michelin. Voilà, il est là, voilà. Voilà ce cas. Très connu, enquête de gendarmerie à la clé et tout. Hein. Alors, en résumé, le témoin, qui est un sorte de petit paysan local, cherche accroupi des herbes pour ses lapins dans une clairière bordée d'acacias qui est isolée et qu'il connaît très bien. Tout d'un coup, il entend derrière lui une sorte de bruit bizarre, le fameux stimulus. Donc, il se redresse, il se retourne. Et il se trouve face à ça qui est à peu près à 15 mètres. Vous voyez que ça ne touche pas le sol. Bizarre appareil qui n'a pas suscité la moindre réaction d'ailleurs. C'est sûr, hein, si vous le voyez au premier degré, vous dites c'est absurde, mais vous en restez là. Alors essayons de l'analyser ensemble. D'abord, vous reconnaissez le ballon de rugby transparent ou l'œuf transparent de Beau Soleil, puisque le truc central est vide. Hein. C'était comme en verre. Mais vous voyez qu'il y a une différence. À chaque extrémité, il y a cette partie bleutée là, qui irradiait très fortement. Le témoin dira, c'était beau, c'était comme dans les églises. Je pense qu'il parlait de vitraux. Hein, d'accord? Qu'est-ce que vient faire ce bleu ici? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses sont perdues. Mais un contemporain des 12e, 13e siècles jusqu'au 18e, vous l'aurez dit instantanément ce que c'était. Le bleu, et ça remonte à des millénaires, a toujours été la couleur qui représentait le ciel et le cosmos, c'est-à-dire l'univers et l'espace. Et j'emploie le terme grec volontairement, hein, le cosmos. Voilà. Vous l'avez sur la cape de Marie dans les premières icônes. Elle a toujours été bleue, justement, parce que c'est la reine de l'univers par rapport à d'anciennes traditions bien avant le christianisme. Mais les premières icônes, c'est constellé d'étoiles dorées. Donc, en fait, le bleu, c'est un renforcement de la représentation de l'œuf transparent central qui est loin d'être inconnu. Vous avez peut-être entendu parler d'Henri Dontenville, qui était le plus grand folkloriste français. Dans ses ouvrages, il a consacré 40 pages à la symbolique de l'œuf cosmique, qu'on appelait aussi matrice génitrix, d'où vient la vie et tout le reste, avec un côté féminin. Hein. Quand Hubert Reeves, le regretté Hubert Reeves, qui nous a quittés l'année dernière, disait « Nous sommes tous des poussières d'étoiles », on est exactement dans ce cas-là. Et vous avez les deux petits êtres qui, encore une fois, s'agitent mécaniquement là au milieu. Alors ça ressemble à des cosmonautes. Quand vous soupçonnez le mimétisme, et il faut presque chaque fois le soupçonner, il faut toujours balayer 5 ans en amont, 5 ans en aval. On est en 68, ça fait déjà 3 ans que les Russes sortent dans l'espace, bientôt suivis des Américains. Et ça ressemble beaucoup à ça. Et on est à 1 an, en amont, on est à 1 an de l'alunissage des Américains sur la Lune. Effectivement, la petite humanité s'agite dans l'espace. Et vous me direz, donc, on a affaire à une représentation symbolique de l'univers et de l'espace, avec de la vie à l'intérieur. D'accord. Mais le mot espace, aujourd'hui, depuis Einstein, on l'appelle autrement, on accole un autre mot, un autre concept. On passe l'espace-temps. Donc, où est le temps? Eh bien, regardez la curieuse structure symétrique qui est au-dessus et en dessous. Oubliez 10 secondes l'objet spatial et dites-moi ce que c'est, parce que vous connaissez tous cet objet. Un sablier. Eh oui, c'est un sablier. Et ça correspond à quoi? Un sablier à une mesure du temps. Donc vous avez sur un plan horizontal l'espace vide avec du monde à l'intérieur, et sur un plan vertical le temps qui brillait fortement, a dit le témoin, comme de l'acier poli. Voilà. Je rappelle qu'il y a eu dégagement de radioactivité que la gendarmerie a retrouvé sur place, là où était l'objet, qui a disparu d'un coup. Hein. Et le témoin, ils lui ont fait brûler absolument tous ses vêtements, je le sais de source sûre, puisque j'ai rencontré sa petite fille. Même le chapeau, ils lui ont fait brûler. Hein. Tout. Voilà. Donc ça, c'est le cas de la planète. Ne vous imaginez pas que c'est un cas unique, parce que si c'était un cas unique, bon. Mais il y en a d'autres. Il y a un énorme travail de déchiffrage qui reste à faire. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est sous-jacente à tout ça, et on va un peu terminer peut-être avec ça. Est-ce que j'ai franchi les limites de l'interprétation? C'est la grande hantise d'Umberto Eco. Hein. Ne jamais franchir les limites de l'interprétation. Donc, par rapport au cadre ufologique, je ne pense pas les avoir franchis. Ce que je vous dis est à peu près correct par rapport au mimétisme, ça tient.
Mais il y a une autre question derrière. Est-ce que de derrière le miroir, il y aurait de l'information qui nous serait donnée? Une amie m'a dit, ah ben moi ça me fait penser tout de suite à des trous de verre, ça. Les trous de verre en physique quantique, on pense que c'est peut-être l'explication des intrications quantiques au-delà de la vitesse de la lumière. Peut-être. Bon. Et je note que Philippe Guillemant explique la décohérence et la fabrique de l'espace-temps du quantique à notre réalité comme ça. Je note également que Thomas Rey-Béron, dont on parlait tout à l'heure, dans Codex Anomalia, met ça en place. Regardez bien au milieu. Alors ça, c'est un système cosmologique qui est produit par certains physiciens aujourd'hui, certains cosmologues. On retrouve encore cette histoire-là. Donc la question est, est-ce que je franchis les limites de l'interprétation? Peut-être. Mais après tout, il n'existe de vie que dangereuse, hein, que risquée, pour paraphraser Jack London. Donc, maintenant, il faut bien voir que vous avez tout un tas d'autres cas qui ressemblent à ça. Et qui restent à déchiffrer. Il y a un travail énorme qui reste à faire. Quatre témoins ici. Aux îles Canaries, en 1976, 300 témoins. Une bulle gigantesque. Qu'est-ce qui nous est dit là? Et donc je me suis toujours posé cette question ces derniers temps. Est-ce que de l'information de derrière le miroir nous est communiquée? Le mimétisme, ok, mais derrière. Alors là-dessus, c'est en relation avec une phrase d'Albert Camus qui ne concerne pas ça du tout. Hein. C'est philosophique, il avait dit d'un miroir, un miroir renseigne mais n'enseigne pas. On comprend bien pourquoi il dit ça. Vous regardez tous les matins dans la glace, ben vous êtes renseigné sur l'état des lieux. Mais le miroir ne peut que refléter le champ du connu. Un miroir a une curieuse particularité, il reflète tout sauf lui-même. Donc, il reflète le champ du connu. D'accord? Est-ce que de derrière le miroir, quelque chose nous parvient? Alors, je l'ai pensé un certain temps. Notamment par rapport à certains cas. Voilà un autre cas d'effet vitrine, qui est tout à fait étonnant, celui-ci, en 63 au Brésil. Celui-là aussi est pas mal, je trouve. Le fameux cas de Bohanai enquêté par Heineck. Et c'est ce cas-là, le cas de Lompoc en Californie en 63. Donc, qu'est-ce qui se passe? 4 jeunes musiciens, c'est en 68 d'ailleurs, c'est pas 63, oui, c'est 68. Il y a 4 jeunes musiciens qui reviennent d'un concert, qui roulent en voiture à 2 h du matin, il y a un énorme objet qui arrive au-dessus, il y a 4 rayons de lumière qui partent, et chaque rayon touche un des musiciens. Et immédiatement, ils se voient dans le rayon au-dessus, ils voient leur corps en dessous dans la bagnole. Et à ce moment-là, ça c'est une anomalie, et à ce moment-là, ils perdent conscience. Tous les 4. Donc, mais pas pour l'anomalie, hein. L'information nous a été communiquée là. Jacques Vallée a fait un travail remarquable, il a réussi 15 ans après à retrouver chaque témoin, avec leur histoire particulière et tout, hein, là-dessus. Donc je me suis dit, là quand même on nous donne une information qui concerne la structure de l'univers, l'ontologie. En clair, enfin, il faut le dire clairement, le monde n'est pas, l'univers n'est pas matérialiste qu'on le croit, il y a une part d'idéalisme certaine là-dedans. Hein. Alors, j'ai pensé ça, j'ai dit là, vraiment, ils nous ont donné de l'information. Mais finalement, j'ai aussi constaté que ça, c'était très connu. Tout le monde sait ce que c'est qu'une OBE, Out of Body Experience. Tout le monde a lu Sylvie d'Étiolaz avec ses travaux sur Nicolas Fraisse, ou entendu parler en tout cas. Donc c'est tout à fait connu cette histoire que la conscience peut être délocalisée. Ce n'est pas admis par la science ni par les systèmes, on est bien d'accord. Mais c'est connu. Et j'en suis arrivé à un stade aujourd'hui où je me demande si réellement de l'information venant de derrière le miroir, sans vouloir jouer à Lewis Carroll, hein, mais nous était communiquée, est-ce qu'elle ne tomberait pas tout simplement dans un désert cognitif et qu'on ne la verrait même pas? C'est une possibilité. Et je n'ai pas vraiment de réponse à l'heure actuelle à cette question. Un énorme travail reste à faire, mais c'est très difficile d'affirmer quelque chose sur ce plan-là, je reconnais. Hein. Voilà. Ma conférence va s'arrêter là. Ça, c'est la projection des LR3 pendant 80 ans. Vous voyez que c'est un peu en nette diminution. Il y a une part humaine qui a sa responsabilité là-dedans, on en parlait tout à l'heure. C'est sûr que si on n'est plus sur le terrain, mais derrière l'écran d'ordinateur, vous récupérez pas les cas et personne ne vous parle hein, non plus. Mais c'est quand même mondial, donc il semble bien y avoir une sorte de diminution. Ah ben voilà, Nagy avait préparé.